Bonjour et bienvenue sur Alta Breguance pour votre émission Sapori. Salut David. Salut. Sébastien. Salut. Qui nous arrive tout droit de Taverne. Et les amis, cette semaine, on a ramené. Voilà, on a porté un ami. Voilà. Kevin. On l'avait dans la poche, on l'a sorti. Salut Kevin. Salut. On va rapprocher un peu le micro. Ouais. Kevin Biancardini, qui est donc chef à domicile. Tout à fait. C'est ça. Alors, on va parler de la tomate, on va parler de la rhubarbe, etc. cette semaine, mais on va d'abord voir avec Kevin en quoi ça consiste, chef à domicile, même si on se doute. Mais concrètement, quel est ce métier ? Donc concrètement, c'est cuisinier. Mais donc si un soir, chez vous, vous dites allez, ce soir je sors pas, je m'ennuie, j'ai un peu la flemme, vous m'appelez, je viens chez vous avec tous mes produits, je cuisine pour vous, je vous sers. Et quand je repars, tout est nickel chrome. C'est magnifique. Et on commande le plat, c'est-à-dire qu'on t'appelle, Kevin, on dit voilà, ce soir j'aimerais manger, je sais pas moi. Des légumes de Seb. Voilà, ou une escalope panée avec des haricots verts, et tu viens avec les ingrédients et tu fais le plat qu'on te demande. Ouais. C'est génial comme. On va prévenir quand même suffisamment avant. Au moins 72 heures avant. Ouais, oui, pour pouvoir réunir les ingrédients. Et surtout si tu as un mec comme Seb qui te porte 3 jours après les légumes que tu as commandés. C'est ça. Faut savoir se faire désirer. Non, mais finalement, alors chez toi, David, les gens viennent. Ouais. Et Kevin, donc c'est l'inverse finalement. Oui. Kevin, on l'appelle et il débarque chez toi et te fait un bon repas, un bon dessert. Et tu t'occupes de rien. Ah, et le dessert aussi. C'est la totale. Et le dessert aussi, tu le fais sur place. Ouais. C'est génial, je trouve, comme, sympa. Comme principe. Bon, mais Kevin, tu vas passer la semaine avec nous. Tu verras, attention, hein, t'inquiète pas trop, c'est une émission un peu de... Enfin, je dis juste ça comme ça, mais suivez mon regard. Voilà. Bon, alors, on va parler de la tomate aujourd'hui pour commencer. Alors, la tomate, on a prévu 2 jours, hein, Sébastien. Ouais, parce qu'on va en parler demain aussi. Et la tomate, on pourrait en parler toute une semaine. On va se limiter un petit peu. On va pas faire toute l'histoire de la tomate. On va rester succinct. Donc, la tomate, d'après vous, ça vient d'où ? Je vous fais le quiz. Alors, la tomate, c'est un fruit, je crois. Hein, c'est un fruit. Ouais. C'est une tomate. Je sais pas. Alors, c'est sûr que bon, on pense tout de suite aux tomates italiennes, tout ça, mais je pense que les Grecs. Les Romains ont dû l'importer, peut-être. Je pas sais du pas. tout. Non, c'est plus récent. Ça vient d'Amérique du Sud, des Andes, et ça arrive avec la conquête du Nouveau Monde. Ouais. Donc c'est Cortés qui la découvre au Mexique. Et Mexique, donc ça vient du Mexique. Mais elle est originaire de l'Inde. Alors. Ouh. Pas de l'Inde, pardon, excusez-moi, des Andes. D'accord. D'accord. Non, des Andes, de la. Sébastien, la géographie, oui, voilà, c'est à côté. Non, mais alors, je sais pas s'il faut que ça, parce qu'on a retrouvé des ancêtres de fossiles de la tomate qui avaient 50 millions d'années. Oui. Donc là, du coup, c'est beaucoup plus ancien. C'est des sortes de c'est pas vraiment une tomate, c'est l'ancêtre. C'est l'ancêtre des solanacées, de toute cette famille qui regroupe les aubergines, les poivrons, les pommes de terre. Donc, on a retrouvé ces fossiles en Patagonie, notamment. Mais c'était à l'époque où il n'y avait qu'un seul continent. Donc, tout était ouais, voilà. D'accord. Ce qu'on appelle maintenant tomate, c'est probablement issu d'une plante qui pousse à l'état sauvage en Colombie, au Pérou, en Argentine, dans cette région-là, on ne sait pas trop. Mais elle a été domestiquée au Mexique. Et c'est Cortés donc, qui la découvre en 1519 et qui la ramène donc, en Espagne. Et en Europe, elle arrive d'abord par l'Espagne et l'Italie, notamment à Naples, quelques années plus tard, parce que Naples appartenait à l'Espagne. Et c'est marrant parce qu'en faisant mes recherches, j'ai compris un petit peu le nom. C'est des botanistes qui l'ont appelé pomodoro, parce que probablement la variété de tomate qu'ils avaient était jaune. D'accord. Voilà, la pomme d'or. Je ne me rappelle plus le nom latin, j'ai un peu oublié. Mais donc c'est 1544 à Naples et ensuite beaucoup plus tard en Europe, mais au début elle ressemblait, alors on a une variété de plantes, la belladone, qui est de la même famille botanique, et ils disaient c'est pas comestible, c'est pas un bon fruit, donc il faut pas le manger. Et il a fallu du temps, je crois une centaine, à peu près 100 ou 200 ans, pour que vraiment son usage se démocratise. Alors j'ai un peu cherché avec un ami historien à quel moment elle est arrivée chez nous, parce qu'on n'a pas souvent les données quand est-ce qu'un légume arrive en Corse. Ouais. Pourtant, voilà, la tomate, on a l'impression que ça a toujours existé encore, cette tomate, tellement il y en a, quoi. Hein. Donc j'ai dit, est-ce que tu as Xavier Stefanage, que je salue, et il m'a dit, écoute, j'ai retrouvé sur un testament à Taverne en 1755, je crois, dans les biens qui étaient légués, il y avait des graines de tomates. C'est incroyable. Voilà.
Il y a vraiment une souche tomate corse. Alors, c'est facile, c'est des plantes dont on va facilement, à force de la cultiver, développer des caractéristiques. Au bout d'un certain moment, tu isoles des caractéristiques qui sont propres à une variété que tu vas garder chez toi. Donc, on peut facilement créer des variétés uniques. C'est pour ça qu'il y a autant de variétés. Alors, en France, autorisé à la production, 480 variétés. Dont 300 sont des hybrides F1, je vous en avais déjà parlé, c'est des variétés qui sont dégénératives. Sur la génération d'après, elles se modifient. En Europe, autorisé à la vente, 3800 variétés. Donc sur ces 3800, on a le droit d'en cultiver que 480 en France. Et probablement plus de 12 000 dans le monde. Oh, c'est incroyable. Mais moi, ce qui me frappe, 12 000, ce qui me vient à l'esprit en t'écoutant, Sébastien, depuis plusieurs semaines, c'est que finalement, vraiment, les bases de notre alimentation, on a parlé de la pomme de terre, de la tomate aujourd'hui, ça vient d'Amérique. Oui. Autrement dit, il y a... C'est les deux légumes les plus cultivés au monde. Voilà, il y a un demi-millénaire. En fait, notre alimentation a complètement changé en 500 ans, quoi, finalement, en Europe et en Corse. La colonisation, les conquêtes ont bouleversé le café, le thé. On avait parlé, à part les fèves et quelques racines, on n'a rien gardé de l'alimentation de nos ancêtres. Ouais. Ce qu'on mange le plus aujourd'hui, c'est ce qu'on a importé d'ailleurs. C'est pas grave, il y a un message là-dedans. Le monde, c'est l'échange et la diversité. C'est pas rester cloisonné sur des acquis et ne pas vouloir changer. Nos ancêtres, nos anciens, imaginez, mettez-vous à la place du premier plant de tomates qui arrive en Corse ou du premier plant qui pousse en Corse, c'est les premières tomates. Les gens qui avaient jamais vu ça, ils se retrouvent face à ça et ce que ça a dû être comme surprise, l'aspect, la plante en elle-même, le goût. Ouais. Et quel goût elle devait avoir, on ne sait pas, on ne pourra pas retrouver. Mais donc il faut oser goûter des nouvelles choses, il faut s'ouvrir au monde parce que c'est ce que faisaient nos anciens. Par exemple, là on sait, on en a beaucoup parlé, tu essaies de faire pousser de la banane à ta verre, on l'a dit dans les émissions précédentes. C'est un projet, mais si tu y arrives, peut-être que dans 500 ans, il y aura des émissions de radio et on dira oui, un certain Bonnard je reviendrai a été le premier. Alors au début les bananes étaient jaunes, vous vous rendez compte? Maintenant elles sont violettes. C'est ça. En prenant un petit peu de recul. Il fait des petits pois violets, donc il pourrait faire des bananes. Alors malheureusement, c'est des très jolis petits pois, on fait une petite parenthèse, qui sont la cosse est violette, mais les petits pois à l'intérieur sont verts. C'est une variété décorative, la plante elle-même est très belle. Et puis il y a la pomme de terre aussi violette. Il y a les pommes de terre violettes, rouges. Voilà, la nature c'est la diversité. Et donc les tomates aussi, il y a des plein de Je sais que souvent les gens qui me demandent disent nous on veut des tomates rouges, mais pensez que dans la nature il y a beaucoup de couleurs, c'est pas pour rien. On peut aller vers autre chose et parfois on est surpris au niveau du goût et agréablement surpris. Bon, je suppose toi Kevin qu'on t'en demande souvent des plats avec des tomates, c'est quasiment peut-être à chaque fois, je suppose, hein, dans toutes les salades il y a des tomates. Pour pratiquement 95% de mes clients, ça représente 3/4 quoi. Ouais. On veut des tomates, de la mozzarella. Ah ouais, mozzarella aussi. Ouais, mais sachant la salade classique. C'est ça. Ouais, des fois, les gens ils veulent se retrouver autour d'un plat simple. Hein. Ouais. Pas besoin non plus de se retrouver autour de plats compliqués. Tomate, mozzarella, tout simplement. Ouais, moi je dirais plutôt tomate et broche, mais. Oui. Ouais, voilà. Mais il faut avouer que tomate, morceau de tome. Un morceau de tome, ouais. Bon les amis, malheureusement on va se quitter, on va se donner rendez-vous demain parce que ça passe très vite. Il fait que parler. Si jamais on fera 3 jours sur la tomate, on verra. on verra comment ça se passe. Kevin, donc à demain, à demain. Sébastien et David à demain. Bonjour les amis, nous sommes mardi. Salut David. Salut à tous. Sébastien. Salut. Kevin qui est avec nous, c'est Kevin Biancardini. Salut, qui est chef à domicile, donc cuisinier à domicile. Si vous avez envie d'un petit plat réalisé sur place, entrée, plat, dessert, tout ce qu'il faut, vous appelez Kevin et il peut venir chez vous. Alors on a commencé à parler de la tomate hier, les amis. On n'en était qu'au début. Hein. Comment la genèse. Voilà, la genèse de la tomate. On a fait un petit historique. Sébastien, on va continuer un petit peu sur voilà, comment on produit de la tomate, comment on le plante, comment on le récolte, les saisonnalités, etc. La tomate, c'est un fruit, donc c'est produit par une fleur en schématisant, donc c'est un fruit. Botaniquement, après en cuisine, ça David en parlera, Kevin aussi, mais on l'utilise comme on veut. Botaniquement, c'est un fruit. C'est un fruit qui n'a pas beaucoup de sucre quand même. Ça dépend des variétés. Ça dépend des variétés. Ouais. C'est vrai qu'en général, quand on pense à un fruit, on pense au sucre. À la sucrosité, c'est ça. Et là, souvent, on dit que la tomate est un légume, faussement d'ailleurs, parce que on sent pas le sucre. La la courgette est un fruit, je rappelle. La courgette aussi est un fruit. L'aubergine est un fruit. Pour quand on parle du végétal, c'est ce qui va être on voit la fleur et ensuite il y a le fruit, voilà, pour avoir une image nette.
C'est cultivé depuis longtemps, donc il y a plein de façons de cultiver ça. Ce qu'on sait, c'est donc que ça a besoin de chaleur. Ça va se développer très difficilement au froid, c'est pour ça que c'est Tu peux faire des tomates l'hiver. Alors, Sous on serre. peut, sous abri, mener un pied qui a été planté plus tôt, tard dans l'hiver. Ça veut dire quoi, tard dans l'hiver, par exemple jusqu'en Enfin, pas tard décembre. dans l'hiver, tard dans l'automne, et Voilà. tenir un petit peu au début de l'hiver, mais ça va dépendre de l'endroit. Il faut pas descendre en dessous de 10 degrés. Ah oui, quand même. Donc c'est un petit peu compliqué dans certaines zones. Je sais qu'à Ghisonaccia, il y a des gens qui arrivent à les tenir jusqu'en décembre, mais après elles continuent à donner quelques tomates, mais elles ont du mal à fructifier. Le pied ne dépérit pas, ou, Alors, ou ça mûrit Je pas. crois que c'est à Disneyland aux États-Unis, il y a un pied de tomate qui a 17 ans, je crois. Oh. Donc dans une serre expérimentale, une variété par croisement, le pied il a 17 ans, c'est comme un arbre, hein. Il y a une tige qu'ils ont tutorée, on passe dessous, c'est un espèce de parcours de visite, une espèce de serre où la température est maintenue constante, et elle produit des dizaines de kilos de tomates tous les ans. Ah ouais. Il est toujours vivant. Donc s'il y a les conditions, sa condition de croissance et ses conditions de développement qui sont maintenues optimales, ben, la plante elle va vivre. Elle meurt parce que la température se refroidit. Dans son cycle, elle est censée mourir. Par exemple, si on reste une température proche de l'équateur, par exemple, Si où tu ça, restes à où 20 ça degrés descend tout le temps, rarement en dessous de 20 degrés, la plante elle tient, sauf maladie. et elle donne plusieurs fois dans l'année. Eh ben, elle va donner en permanence. Elle va donner en permanence. Si elle a la lumière, il lui faut, c'est la quantité de lumière reçue et la quantité de la température. Et l'eau. Beaucoup ou pas Oui, l'eau, bien entendu, parce que dans la nature en général, ça se fait tout seul, puisqu'il y a la pluie qui vient pourvoir à l'arrosage. On en parlera. Hein. Moi, je mène mes tomates en essayant de les stresser un petit peu, de pas trop les arroser. Ça, c'est une stratégie de plantation. Alors, c'est un petit peu délicat de faire les plants sans être trop difficile. On part de graines, on les sème, et du semis à la récolte, on sait qu'il va se passer 7 à 12 semaines, c'est-à-dire entre 60 et 90 jours à peu près, avec des variétés un peu plus tardives et des variétés un peu plus précoces. Les plus précoces, par exemple, certaines que j'ai, comme la Noire de Crimée, la précoce de Quimper, on est à 60-70 jours. Selon les conditions, bien entendu. Quand il fait froid, la plante ralentit. Donc si on a des conditions optimales, 60 jours, on peut avoir des précoces de Quimper. Nord de Crimée, identique. Après, des variétés comme la tomate ananas, toutes les grosses tomates sont beaucoup plus tardives. On dépasse les 100 jours parfois. Ça arrive quoi? Ça arrive à juillet-août? Juillet-août plutôt. Alors en plaine, il y a des gens qui ont déjà des tomates formées, alors que moi je commence à avoir à peine les fleurs. Ouais. Donc j'ai ce décalage d'un mois. Mais je trouve que depuis ces dernières années, il y a beaucoup de maladies sur les tomates. Moi j'en ai de moins en moins. Ça, tu en as de moins en Voilà, moins. j'en ai de moins en moins. Mais c'est normal. Quand tu fais de la monoculture, c'est-à-dire quand tu cultives énormément un légume au même endroit de manière répétée, tu favorises l'apparition des maladies, puisque les maladies restent au même endroit. Si c'est des spores de champignons, ils vont rester au sol et repartir. Donc tu vas les cultiver, les développer, les renforcer. C'est-à-dire que Pour ceux les qui ont insectes. les jardins comme mon père, mes oncles et tout, qui ont des jardins qui ont toujours planté leurs tomates, leurs courgettes au même endroit où. Il faut peut-être les changer Il d'endroit, faut je sais peut-être- pas. C'est pour ça qu'on Ouais. parle de rotation déjà. Ouais. Il y a cette idée-là. Mais après, quand vous êtes... Ouais, ils sont pas professionnels comme toi, ils font leur jardin, ils préparent leur jardin pour l'été. Et Mais ils c'est ils vrai. replantent Alors, dans l'espace qu'ils ont. il y a ce facteur-là, le fait de cultiver toujours au même endroit qui va favoriser la reproduction des prédateurs, par exemple, qui vont rester sur place. Et dès qu'ils vont naître, ils vont avoir la nourriture à disposition. Donc qu'est-ce se que tu leur reproduire. conseilles de faire? Alors déjà, il y a la rotation. Il y a le maintien de la biodiversité. Si on fait ça, si on replante toujours au même endroit, il faut au moins qu'on fasse en sorte que le prédateur de ce ravageur soit lui aussi présent. Donc on évite de passer les insecticides. Ça, c'est la base de la base pour moi. Après, les rotations, ça peut être intéressant. C'est-à-dire entre la rotation entre les légumes change de ligne, d'été et les ouais. légumes d'hiver, ou alors la Non, rotation. normalement, la tomate, on dit de ne pas la remettre tous les 3 ans au même endroit. Ah voilà. Donc c'est des conseils importants quand même. Ah ouais, sur La le rotation, mais c'est censé être une des bases. Moi, il m'arrive de la remettre tous les 2 ans au même endroit parce que j'ai pas beaucoup de serres, donc il faut que je fasse ma rotation dans les serres, mais j'ai de moins en moins de maladies. Alors, il y a plein d'autres facteurs, hein. Il y a les modifications climatiques qui font qu'on a des maladies qui étaient plutôt Maghreb, Nord-Afrique, qui arrivent maintenant chez nous. La mileuse de la tomate, c'est un exemple. C'est une petite chenille, un papillon qui va pondre, mais de manière massive sur les plants de tomates, on peut tout perdre en Ah quelques ouais. semaines. Et tu as ce petit ver qui vient te couper le pied. Alors ça c'est les carrément. noctuelles, c'est pareil, c'est un papillon. Alors il y a ce qu'on appelle le ver gris qui est la noctuelle terricole. C'est un petit ver qui va avancer de plan en plan Et en que tu ligne coupes tout en fait. et coupe tous les plants. Ben, c'est pareil, c'est un papillon qui va avoir pondu. La chenille se développe au printemps quand la température se réchauffe. Mais ça, si on travaille trop son sol,
elle va éventuellement survivre à 6 cm sous terre, mais son prédateur, lui, il y sera pas puisqu'on a travaillé le sol. Moi, j'ai moins de problèmes comme ça parce que je maintiens des paillages et je la vois, la prédation, elle est concrète, elle est visible parce que j'essaie d'identifier les insectes, ce qu'on appelle les insectes auxiliaires. Donc ça, c'est une approche globale de l'agriculture. Je sais que la tomate, c'est vraiment un légume auquel tous les jardiniers amateurs s'essayent. Pensez à ça, il faut que je maintienne la biodiversité chez moi. Voilà. Il n'y a pas de nécessité de travailler son sol tous les ans. Parce que ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont traiter. Voilà. Ouais. Et c'est le cercle vicieux qui se met en À place. ce enfin, moment-là, si il c'est vaut pour mieux faire, acheter ces légumes au supermarché. Si c'est pour faire des tomates traitées dans son petit jardin du Oui, mais dimanche, quand tu as le problème je vois que pas tu- trop l'intérêt en fait. Ah oui, mais quand tu as le problème que tu n'as ça. pas la solution, Ouais. cette solution qui est une solution intelligente, tu te tournes vers des produits. Ça demande de ne pas s'intéresser juste, de ne pas considérer le sol comme un support, comme ça a été fait de tout ce qu'on m'a appris, de tout ce que je peux me souvenir, et de considérer que c'est un milieu vivant. Et un milieu vivant, si on veut qu'il continue à être vivant, il faut le respecter et faire en sorte que cette vie se perpétue. Il y a de la vie autant plus dessous, je l'ai souvent dit dans l'émission, qu'au-dessus. Donc on fait en sorte que ça se maintienne. En général, ça s'équilibre tout seul. Moi, j'ai souvent vu passer mon père la bouée bordelaise sur les tomates. par Alors, exemple. je la passais aussi au début et maintenant je peux m'abstenir de la passer. Alors, déjà, il y a d'autres solutions qu'une solution semi-chimique, je veux dire, c'est une matière minérale, mais elle a quand même un impact nocif sur les cours d'eau, sur l'environnement. Et pour l'opérateur, celui qui va la passer, c'est pas agréable, ça donne un peu mal à la tête. Et il y a des solutions, alors on va parler de macération huileuse d'ail, d'extrait fermenté d'ortie, toutes des solutions comme ça où on va renforcer et jouer sur l'immunité naturelle de la plante et sur l'immunité globale de son petit écosystème qu'est le jardin. On va faire en sorte qu'il y ait des insectes qui viennent manger ceux qui vont nous parasiter. On va faire en sorte qu'il y ait des champignons qui se développent dans le sol qui vont contrôler les champignons pathogènes. C'est assez compliqué, mais en tout cas, si on se contente d'avoir des bonnes pratiques au niveau de son sol, au bout d'un certain nombre d'années, ça vient tout seul. Voilà, donc pour les conseils de Sébastien, on va quand même parler cuisine un petit peu, mais ce sera demain. On parlera donc que peut-on faire avec de la tomate. On verra avec Kevin et. Tu nous censures aujourd'hui. Et toi, David. Ouais, mais il faut aller au bout de cette émission avec la tomate, donc on va aller jusqu'à mercredi. Donc que peut-on faire avec la On va tomate savoir en si cuisine ça va être même jeudi. Même sur ça, que peut-on faire avec de la tomate en cuisine? Oui. On peut faire encore plusieurs jours, d'après moi. Mais D'après moi, oui. demain, on essaiera de conclure. À demain donc pour la suite. À demain. Allez, à douane. Bonjour David. Salut Doga. Sébastien, salut. Bonjour. Bonjour Kevin. Bonjour. Kevin Biancardini qui nous accompagne cette semaine, qui est chef à domicile. On a commencé à parler de la tomate depuis lundi, donc on a bien Je me mets en compris. sommeil. Voilà. Aujourd'hui, Sébastien, on va le mettre un petit peu en sommeil. Donc, non, tu participes, Non, hein, participe, Sébastien, bien Mais évidemment. pas comme toi, nous. Hein. Voilà. Mais concrètement, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler hier, alors tous les plats qu'on peut faire avec la tomate, David, Kevin, Mais c'est pas infini, mais presque. presque oui. Voilà, on n'a jamais fait le tour de ce qu'on pourrait faire avec les tomates. Moi j'aime bien quand elles sortent du jardin, quand elles sont juste cueillies, les servir le plus naturellement possible, le plus simplement possible, avec un oignon frais, de l'ail frais, des légumes qui sortent du jardin sans avoir à les traiter autrement que par leur fraîcheur. Je ne sais pas si Kevin est d'accord. Sans fioriture, oui, Voilà, tout à fait. d'accord avec moi. Tu as une bonne huile d'olive, tu as de bons légumes, tu as une bonne tomate, tu as une bonne cœur de bœuf. Il n'y a pas besoin de grand chose, je pense. On la met partout la tomate. On la met dans les brochettes, on en fait des sauces. Enfin, c'est hallucinant ce qu'on peut bien faire. sûr, tout ce qui est à base de gratin, comme des lasagnes, on met la sauce tomate, les pâtes pour faire en sauce, on met la sauce tomate, on met du concentré de tomate dans nos ragoûts, dans un gazpacho, on peut faire même de la glace. Il m'est arrivé de faire des glaces, tomates basilic, tomates noires. Sorbet aux tomates. Sorbet tomate. Sorbet Ouais, tomate. c'est bon. Très Ouais. très bon. Tu n'as jamais goûté sorbet Ouais, tomate? j'ai jamais goûté sorbet tomate. faut qu'on te fasse goûter, alors. Kevin, est-ce que toi tu as des recettes qui te tiennent à cœur qu'on peut faire avec la tomate? Bon, c'est simple. La toute première recette que j'ai en tête, c'est ce que me faisait ma mère, une bonne tomate provençale. Une très bonne tomate juste cueillie, un peu de chapelure, un peu d'herbe, une pointe de sel, filet d'huile d'olive, au four, ça sort tout chaud, vous vous régalez. Ouais, c'est pas la peine de chercher midi à 14h finalement Non. avec la tomate. Mais il ne veut pas parler aujourd'hui. Alors, Non, tu parles Il est pas. en sommeil, Alors, ça y est. moi j'ai une recette de tomate encore beaucoup plus simple que vous. Cette année, j'ai cultivé une tomate qui s'appelle la tomate du voyageur. Alors, c'est une tomate qui fait des espèces de boursouflures, comme des quartiers qu'on peut arracher en fait. Elle s'appelle la tomate du voyageur parce qu'on n'a pas besoin de couteau, on peut arracher ces quartiers et les manger directement. Je Ah veux, ouais. je veux. Moi, j'aime beaucoup la tomate ananas, qui est une de mes préférées parce que déjà, par la texture, qui est déjà une texture très soyeuse et très gourmande, la marier en période avec une tomate noire ou une cœur de bœuf ou même une tomate corse qui est un peu plus ronde,
Bon, c'est tout simplement un délice. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, nous, ce qu'on a déjà fait, c'est la green, la tomate verte mûre, hein, pas la tomate verte qui est en train de mûrir, vraiment la variété de la tomate verte. On en fait soit un tartare, coupé très, très finement, et on cuit ce qu'on appelle un œuf parfait, un œuf bio, si vous pouvez. Un œuf bio, c'est parfait, c'est cuit à 63 degrés pendant une trentaine de minutes au four, en vapeur si c'est possible. Et ensuite, on vient casser cet œuf parfait sur la déclinaison de tomates, noires, ananas, vertes, ce que vous voulez. Et on fait un petit coulis de poivron ou un petit coulis de basilic que l'on vient assaisonner notre œuf parfait. Quelques petits croûtons de pain de campagne. Et vous avez là une recette facile à réaliser et totalement dans l'esprit de cette émission autour des produits corses. Et là, vous avez, en vous écoutant, cité peut-être les produits, les herbes qui se marient le mieux avec la tomate. C'est-à-dire le basilic. Bon, il y a cette fameuse sauce tomate basilic dont raffolent les Italiens. Basilic rouge qui marche très bien avec la tomate. L'oignon. C'est toi frais. qui en a parlé, je crois, Kevin, avec un peu d'oignon, c'est ça hein, Non, l'oignon, c'est David. Ouais, c'est pareil. C'est David. C'était l'ail, toi, avec la toi, c'était huile d'olive. L'huile d'olive. Voilà, et l'huile d'olive. Voilà. Je pense que ce sont les trois, vraiment, produits qui tournent. Et jusqu'au mois de juin, tu as le brooch ou de chèvre ou de brebis que tu peux faire des farcis avec tout ça, quoi. Ou la mozzarella de Quince. Non, mais c'est vrai qu'il y a cette fameuse tomate mozzarella. Il y en a dans tous les restaurants. Je pense que tu le fais aussi. Oui, moi, il m'arrive d'utiliser la mozzarella de bouffe, bien sûr. Oui. Mais il faut essayer de trouver des mozzarella qui soient de qualité et pas de plastique. Il faut choisir là aussi une bonne mozzarella. Moi, j'ai rien contre une bonne mozzarella qui te donne envie de revenir dessus, qui est très soyeuse, très gourmande. Après, quand tu manges certaines mozzarella et que tu sais pas si tu manges du plastique ou de la mozzarella, ça c'est pas très agréable, c'est pas très nécessaire. Alors, Kevin, tu nous disais qu'on te demandait des tomates quasiment à tous les plats. Ouais. Comment tu fais quand c'est hors saison? Est-ce que tu refuses, toi ou... Ah oui. Ouais. Ah oui. Tu es un peu comme David, une sorte de. C'est simple. De militant moi, c'est culinaire. Produits frais. Ouais. De saison. Et aucun produit surgelé. Si demain, en plein mois de décembre, tu me dis, allez, petite tomate ou quoi? Non. Ben, c'est pas logique en fait. C'est catégorique. Et on t'en demande? Il y a des clients qui te demandent de la tomate en décembre, oui. Et je dis non. Mais tu as eu des tomates, je crois, en décembre, toi, une fois, non? Oui. En fait, c'était l'année dernière, je pense. Il y a 2 ans. Le plan peut continuer à produire, comme on l'a dit, quand les températures le permettent, mais c'est une production anecdotique, c'est-à-dire qu'il va rester quelques tomates à la fin qui vont mûrir difficilement, timidement. Mais on pourrait pas penser les professionnels arrachent avant. Parce que ça n'est plus rentable. On peut pas penser à récolter la tomate et faire mûrir comme on ferait mûrir. Oui, mais si elle ne mûrit pas sur le pied, on n'obtient pas l'optimum du goût. Voilà. Ça perd. Elle perd et elle sera moins savoureuse. Parfois, elle aura une texture farineuse selon les variétés. Donc, on peut même arracher le pied et le suspendre dans un endroit chaud. Et ce qui reste suffisant, les plants vont rester accrochés et vont pouvoir mûrir. S'ils ont déjà commencé un petit peu à mûrir, ils vont mûrir en intérieur dans une cave ou au chaud, si les températures le permettent. Moi, je les avais mis à l'intérieur d'une petite serre qui chauffait vite, mais c'est moins bon, elles sont moins bonnes. Il vaut mieux après, à un moment donné, enlever et mettre un légume qui sera de saison et qui aura sa vraie saveur, son optimum de saveur. De toute façon, vouloir à ce point-là privilégier un produit, comme ils le font dans des serres en Belgique, des serres chauffées au gaz, on ferme la porte à d'autres produits parce que les gens se désintéressent de ce qui pousse naturellement dans la saison. Donc on oublie certains légumes qui deviennent des légumes anciens oubliés alors qu'il n'y a pas de raison, quoi. Je vous l'ai toujours dit, la diversité. Et puis on va sélectionner, du coup on va se dire on va planter toutes les tomates en Espagne ou toutes les tomates dans un seul endroit, et du coup on va les faire voyager, du coup on va sélectionner des variétés de tomates qui supportent le transport, et le goût ne va plus être un critère de sélection. Et puis, ce que veulent les gens, c'est quand même avoir des légumes régulièrement. On peut pas toujours leur jeter la pierre non plus parce que on peut avoir des légumes régulièrement, mais un jardin à un moment donné, le problème c'est que si on se met au diapason aussi, c'est-à-dire qu'on veut de la tomate toute l'année. Non, je parle pas de tomate, mais avoir de la diversité dans le choix de la production hivernale, par exemple. Oui, il faut se réapproprier les légumes anciens, il faut se réapproprier des légumes qui ont été oubliés, se réapproprier des saveurs, et il faut pas aller toujours, moi je pense, toujours aller vers l'immédiat, le facile, le sucré, le gras, les saveurs faciles comme ça. Il y a d'autres saveurs, le panais c'est différent de la carotte, ça s'apprivoise, les gens qui goûtent le panais la première fois ils disent c'est bizarre, c'est surprenant. Oui, le rutabaga, certaines variétés de navets. Il faut donner la possibilité d'avoir accès.
Mais ça, c'est la curiosité. Il y a des gens. C'est pour ça que je communique beaucoup dessus. J'essaie de convaincre les gens de dire, mais si vous avez un jardin, n'hésitez pas à planter aussi des légumes d'hiver. Il n'y a pas que la tomate. En fait, c'est une question presque d'éducation, de Oui. communication, Ouais, et ensuite de faire en sorte de convaincre les gens pour qu'ils changent leurs On habitudes. le fait avec les scolaires. On essaie de les faire venir sur le terrain pour que les enfants découvrent la diversité. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans un jardin, pas uniquement les tomates, pour qu'ils voient comment ça pousse. Et si on le fait dès le plus jeune âge, on a gagné en fait. Donc là maintenant, effectivement, on voit quand même que les instituteurs sont assez sensibilisés à ça. Certains, quand ils ont la possibilité, ils essaient de faire des petits jardins. C'est vraiment une question d'éducation, oui, mais des grands, des petits, il faut utiliser tous les moyens de communication auxquels on a accès. Ici, moi je le fais, pour dire il n'y a pas que les tomates, il y a des milliers de types de légumes différents. Déjà, il y a des milliers de tomates, puis il y a des milliers d'autres légumes. La tomate, il y a une saison dans laquelle elle est très bonne, et après, ça sert à rien de les faire venir de Belgique sous serre. C'est sûr. Allez, bon, je pense qu'on a fait le tour sur la tomate. Demain, on fait pas de tomates. Demain, demain c'est férié. Ah, Donc demain, demain, c'est il n'y aura pas d'émission, mais on se revoit vendredi pour le dernier jour de la semaine. On aurait pu parler des tomates cerises que j'adore, moi. J'adore les tomates cerises. Les Saint-Martin, moi j'aime beaucoup. Ouais. Les tomates groseilles, les tomates... Pas allongées, Il y a plein de choses. croquantes Les pour tomates l'apéro, cocktail. c'est sympa. On va faire une quinzaine spéciale tomates. Et tu sais, il y a des tomates de couleur en tomates cerises aussi. Ouais, les black cherry. Ouais, tout à fait. Ouais. Et voilà. On pourrait en parler, mais il veut pas en parler. Il veut pas en parler. Allez, on se donne rendez-vous non Allez. pas demain, mais dopo domani. vendredi. À Allez, à vendredi. demain. Bonjour David. Salut. Salut Sébastien. Salut. Kevin. Bonjour. Salut Kevin Biancardini qui est avec nous cette semaine, chef à domicile. Il nous a parlé de son métier en début de semaine. Donc Kevin, on rappelle que tu te déplaces chez les gens qui C'est ça. t'appellent et tu cuisines. Donc tu fais l'entrée, le Tout à plat, fait. le dessert. Tu t'occupes de tout, C'est ça. y compris de remettre la cuisine en ordre après. Ah, mais ça, c'est un peu normal. Il s'occupe aussi de l'animation de la fête de Sébastien. au Ah jardin. oui, le 15 juillet, encore cette année, journée porte ouverte. Et Kevin va faire un atelier sur le goût cette année. Ah d'accord. Moi, il C'est m'invite sympa, pas, ça. tu vois, ses amis. Ça. L'invitation est permanente, David. D'ailleurs, il y a encore des gens qui te citent, qui disent David ne monte plus. Ouais. David ne nous Moi, aime il faut pas. m'inviter pour monter. Mais- Toi, est-ce que tu as déjà invité Oui, mais Voilà, oui, mais non. Il faut que je trouve le temps, mais j'essaierai de. Samedi 15 juillet. 15 juillet, on chante, on Maintenant, boit je l'ai dit, et donc on vous êtes danse. obligés de venir. Voilà. Autour du jardin. Mais l'année dernière, tu t'es certaines personnes n'avaient pas trop respecté, je crois. Oui, il y avait quelques petits Ouais. soucis, mais c'est pas grave. Alors, Ah ouais, on avait eu la première année le souci des fumeurs qui avaient laissé mégots. quelques centaines de mégots. Donc on avait réglé ça avec un petit affichage avec humour. Et ça avait fonctionné. Ça avait fonctionné, il y avait eu 2 mégots. Non, mais c'est Et vrai. on a vu quand même des problèmes donc du coup de respect du jardin, de piétinement, d'arrachage, d'enfants qui jouaient sur les cultures. Donc on va essayer de régler ça encore une fois avec humour et avec un sniper sur une tourelle. Une voiture électrifiée, c'est bien ça. Oui, comme pour les C'est chevaux. c'est vrai que les mégots, c'est en tant que beach boy affirmé et confirmé, pendant 3 mois d'été, ça sur les plages aussi, c'est Ouais, c'est terrible. Comment si on pouvait comment faire un c'est peu attention, possible ça Comment serait c'est possible d'arriver dans un jardin, en plus dans un jardin bio, encore en plus, je dirais, et balancer ses mégots. Mais ça, c'est formidable quand même. C'est comme ça, il faut laisser aux gens la possibilité de changer leurs habitudes. On a réussi et puis. C'est déjà bien de les amener dans un jardin. Heureusement qu'ils n'ont pas foutu Hein le feu. en plus. C'est ça. Je crois qu'on a Oui, notre c'est émission parce que- militante, messieurs, C'est parce qu'en aujourd'hui. plus, il y a ce risque-là. Et bien sûr. Il y a aussi ce Il y a risque. pas du- c'est tout comme c'est pas comme si c'était tout paillé chez lui. Bon, allez, on va pas faire l'émission sur les Non, mais nicotines. bon, On va Non, parler on voulait juste dire qu'il y avait le 15 juillet, 15 il y juillet, avait, porte ouverte, il y avait la vous êtes les fête et venez sans mégots. Voilà, et c'est illimité, nombre de places. Avec, tout le monde peut avec venir. les burgers de Paul Bianc. Ah, c'est pas Tognetti. C'est pas le burger Toniette. Ah. Il peut venir aussi quand même. Et on m'a pas appelé, donc je ne viendrai pas. Voilà, messieurs. Allez, aujourd'hui, on va parler de la rhubarbe, je crois, c'est ça Oui, hein la rhubarbe, il faut en parler. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? C'est une plante dont on va manger la tige. Alors, c'est une grande plante. Déjà, en décoration, c'est très beau. C'est une plante assez massive. Alors, elle aime pas trop la chaleur. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu difficile encore parce qu'on n'a pas l'habitude de la rencontrer. Moi, étant intervière, je n'ai pas eu trop de soucis. Elle n'est pas aussi massive que les endroits où on la cultive plus traditionnellement, en Alsace, en Belgique. Ça fait des plantes très, très, très massives avec des très grandes feuilles. C'est presque plante tropicale. Et on va manger la tige qui se mange en cuisine, en dessert. Bon. David en parlera. On peut la cultiver, je pense, en l'arrosant beaucoup avec de l'ombre. Vraiment à l'ombre, donc elle va vraiment supporter très très bien. C'est pas qu'en dessert, hein, tu m'excuseras. Bon, pas qu'en dessert. Ouais. Allez, la première fois que j'ai découvert, moi, c'était dans un crumble. Ah oui. Alors, c'est une plante qui est originaire d'Asie, à peu près il y a 5000 ans en Chine, et elle est arrivée il y a 200 ans en Europe.
On la sème ou alors on prend un bout, c'est-à-dire on coupe un bout de racine qu'on replante et ça repousse assez facilement, hein, donc on la multiplie facilement, donc c'est pas une plante trop difficile à faire partir à cultiver. Ça va plus être le problème de la garder vivante parce qu'elle aime pas trop la chaleur chez nous. Donc en montagne c'est mieux finalement. Donc toi en tu montagne as quoi, c'est 600 mieux. mètres En montagne sans problème. Moi je suis à 380. Toi 380. Mais avec un climat semi-montagnard. Tu es exposé sud en plus, hein, je crois. Hein. J'ai des arbres qui me coupent un petit peu la lumière à peu près tous les points cardinaux, mais oui, exposé sud on peut dire. Ouais. Alors, on peut la récolter pendant 5 à 6 ans, bien qu'il y ait des pieds qu'on ait trouvé qui avaient pu vivre pendant 50 ans. Donc c'est une plante qui vit assez longtemps. Même plus de 100 ans pour certains pieds. En tout cas, elle peut donner vraiment intensivement pendant 5-6 ans, c'est-à-dire qu'on prélève et elle va redonner des tiges, redonner des feuilles assez en continu. Donc avec 2 pieds, on peut avoir une production de rhubarbe pour toute une famille, sans problème. Oh. C'est généreux la rhubarbe. Oui, c'est généreux. Ça se plante à l'automne ou au printemps sur un sol riche. Et tu récoltes maintenant. Et on récolte sur une période assez longue, hein, de maintenant jusqu'à octobre, elle peut donner. Voilà. Moi, j'ai toujours milité pour les plantes vivaces parce que voilà, les plantes qu'on laisse en place qui vont vivre plusieurs années, font partie de celles qui me plaisent le plus. Donc après, ça peut être compliqué vraiment en plaine de la cultiver. Donc si vous avez un jardin dans un village d'altitude, un jardin au village, c'est une plante que vous allez pouvoir laisser vivre sa vie, qui va pas avoir de problème, qu'on n'a pas besoin de traiter, qui n'a pas de prédation. Donc planter de la rhubarbe. Ouais. Tranquillou. Kevin, est-ce que tu utilises toi la rhubarbe dans tes plats ? Non. Non. Donc c'est trop acide pour moi. Ah, il y a de l'acidité. C'est très acide. C'est très acide. C'est très acide. Je me rappelle d'une anecdote, David, tu t'étais brûlé l'œil avec le jus de rhubarbe. Ouais, c'est très acide. Alors on va sortir les dossiers. Raconte-nous ça, David. Non, c'est vrai que c'est très acide et qu'il faut équilibrer sa recette. C'est-à-dire, c'est pas comme un citron quand même. Ah, c'est l'acidité de ce niveau-là. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Ouais. C'est l'acidité de ce niveau-là qu'il faut maîtriser parce que ça peut dénaturer ton plat. Nous, par exemple, on la cuit sous vide pour faire un marbré de foie gras à la rhubarbe, qu'on fait en ce moment l'Altroers. On la sucre, on la cuit et on la cuit sous vide. Ça permet de neutraliser un peu cette acidité, surtout par l'apport de sucre. Voilà, c'est ça, il faut l'associer au sucre. Hein. Ouais. Et on en fait aussi un crémeux. Ce crémeux, on l'insère dans un entremets. Alors on peut marier avec du chocolat, un insert à la framboise qui marie, un insert à la rhubarbe. Et on peut faire aussi dans nos tartes, dans le fond de nos tartes, quand on fait une tarte aux fraises avec ces fraises bio de Sébastien, un type qui était on a vu des photos passer sur Facebook. On peut garnir en faisant un confit de rhubarbe. On peut agrémenter, au lieu de faire un confit de fruits rouges, on fait un confit de rhubarbe qui viendra un peu, je dirais, apporter l'acidité à la sucrosité de la fraise. Donc on peut faire plein de choses sympas. Après, c'est vrai qu'il faut maîtriser un peu ce côté acide, qui peut être sympa quand on fait une sauce pour un poisson. Il ne faut pas souper, finalement. Quand on utilise la rhubarbe, il faut savoir ce qu'on fait. Quoi. Ouais, on peut vite aller dans le mur. Ah ouais, parce que l'acidité, comme dit Kevin, ça peut vraiment dénaturer ton plat. Oui. Donc ça peut apporter la subtilité du plat parce que l'acidité est un exhausteur de goût et relève, comme un jus de citron, un plat ou une sauce. Mais il faut que tu fasses attention de ne pas te planter. Oui, c'est vraiment une plante du Nord. Hein. Dans le Nord, ils ont beaucoup de recettes avec la rhubarbe. Alors, moi, je l'avais goûté la première fois en Écosse. Ah oui. Crumble pomme rhubarbe, voilà, ça marche très bien parce que tu vois la douceur de la pomme, le crumble qui est très sucré, le croustillant et l'acidité de la pomme. C'est peut-être pas trop notre culture, je sais pas, toi Kevin, si on t'en demande des plats avec de la rhubarbe dedans, ça t'est déjà arrivé ? Je peux en faire, mais je sais que pour gérer tout le process en fait, il faudra que je teste plusieurs recettes avant. Ouais. Voilà. Ouais, tu es obligé de faire quelques tests. Ouais. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est la couleur parce qu'elle est rouge, verte. Ouais. Elle devient verte à la cuisson. Quand on la cuit assez longtemps, elle devient verte. Alors, je sais que elle est beaucoup utilisée en confiture, framboise rhubarbe. Ouais, oui, ça marche bien avec les fruits rouges. Associé au sucre, Il y a une bonne association entre les fruits rouges et la rhubarbe. Après, je sais qu'il existe des espèces de bâtonnets de rhubarbe confite qui se mangent comme des bonbons en fait. Hein, et j'avais vu ça en Belgique, je crois. Ouais.
de là où vraiment elle est cultivée massivement. Par contre, les gens qui les cultivent pour faire les confitures, j'avais rencontré vers Fort-Calquier des gens qui avaient fait des confitures. Alors ils avaient des rangs de framboises, des rangs de rhubarbe, et ils faisaient d'énormes quantités de confitures, de framboises, rhubarbe. Ils disaient avec juste une ligne, on produit des quantités énormes. Alors c'est un peu fibreux quand même. Hein, c'est un peu fibreux. À la cuisson, il reste toujours quelques fibres. Alors soit tu peux passer au tamis si tu veux un truc assez lisse, soit tu peux garder ce côté fibreux, ce côté, je dirais, végétal. C'est dans les rhubarbes confites, c'est un peu ce qu'il y a, hein, c'est une espèce de bâtonnet croquant fibreux, voilà. Assez étrange. Mais le goût est sympa parce que justement on est là sur de l'acidulé sucré, donc ça fait un peu bonbon. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas aller jusqu'à remplacer du citron par de la rhubarbe sur un poisson, sur une escalope panée, il y a quand même des plats, s'il n'y a pas le citron. Non, tu n'as pas de jutosité dans c'est ça qui manque. Voilà. Ouais. C'est l'acidité et fibre. Voilà, c'est dans les fibres, tu n'as pas un jus. Tu n'obtiens pas un jus, peut-être par compression, on pourrait obtenir un jus, mais... c'est pas très juteux. Voilà, c'est pas très juteux. Ouais, la plupart je l'impose comme toujours dans les paniers de temps en temps, donc les gens me demandent des recettes, et c'est mes clients qui sont originaires du Nord ou qui me disent tu peux les cuisiner comme ça, et du coup moi je transmets les recettes. Ah c'est pas mal ça. Ouais, il y a un petit échange. Voilà, maintenant j'ai les recettes de David aussi. On en sait un petit peu plus sur la rhubarbe, donc... on a bien compris, c'est délicat à cuisiner. Et puis Kevin l'a dit, il faut tester, il ne faut pas se lancer comme ça. Quoi. En tout cas, ça pousse assez facilement. Ça pousse assez facilement. Donc c'est une vivace. Donc après, ça va tout seul. Une fois que c'est parti. En gros, c'est ça. C'est ça. Ok. La semaine est terminée. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir. Sébastien. Bon week-end à tous. David. Bon Kevin. week-end également. À une prochaine fois, Kevin. À une prochaine. Au revoir.